moins de 3 mois, Mané a changé de trajectoire agricole. Hier encore marqué par la perte d'actifs productifs, l'effondrement des troupeaux et l'absence de revenus durables. La région affiche aujourd'hui des effets rapides, visibles et mesurables, suffisamment forts pour surprendre même des observateurs habitués aux promesses non tenues du développement rural. Pourquoi ce basculement vous concerne-t-il directement alors qu'Ibrahim Traoré l'impulse? Parce que lorsqu'un territoire marginalisé se redresse aussi vite, la reconstruction économique des familles cesse d'être une promesse lointaine et devient un levier concret de stabilité, d'anticipation et de pouvoir d'agir. Ce récit propose une promesse simple et vérifiable: comprendre comment une région rurale fragilisée peut retrouver en quelques semaines une capacité de production autonome et durable. L'intérêt pour le lecteur est immédiat: identifier un modèle concret de relance agricole capable de stabiliser les revenus familiaux sans dépendre d'une aide prolongée. Derrière cette promesse, l'enjeu est plus large et engage des choix de politique publique. Si une stratégie fondée sur la restauration d'actifs reproductifs fonctionne à Mané, elle interroge des décennies d'approche centrée sur l'assistance ponctuelle plutôt que sur la reconstruction des capacités locales. Le cas de Mané permet aussi de mesurer les risques. Une dynamique rapide peut s'essouffler si les mécanismes sont mal conçus ou mal suivis. À l'inverse, lorsqu'ils sont alignés, les effets peuvent d'une heure se cumuler et transformer l'économie locale. L'expérience portée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré met donc en jeu un arbitrage central: investir pour déclencher l'autonomie ou maintenir des territoires dans une dépendance coûteuse et instable. Ce choix concerne directement la sécurité économique, sociale et alimentaire de milliers de familles. En moins de 3 mois, environ 83 000 personnes dans la région de Mané ont vu leur situation économique basculer grâce à un seul levier: la restauration rapide d'actifs productifs. Ce chiffre crée une rupture nette entre l'état initial du territoire et la dynamique observée après le lancement du programme, en soulignant l'ampleur d'un changement rarement mesuré sur un laps de temps aussi court. Pour comprendre cette bascule, il faut revenir à la situation de départ. Mané incarnait une fragilité structurelle typique de nombreuses zones rurales du Burkina Faso. Les années d'instabilité avaient entraîné la perte progressive des troupeaux, privant les ménages de leur principal capital reproductif. Sans cheptel, il n'existait ni sécurité alimentaire durable, ni possibilité d'épargne, ni capacité d'absorber le moindre choc. La pauvreté ne se limitait pas à un manque de revenus, elle était devenue une absence totale de leviers économiques, enfermant les familles dans une dépendance permanente à l'aide extérieure. La stratégie mise en œuvre rompt avec cette logique. Plutôt que de reconstruire lentement, le programme a opté pour une montée en charge immédiate. Les ménages ont reçu des kits d'élevage complets, accompagnés simultanément d'aliments, d'équipements de base et d'un appui technique. Cette simultanéité a court-circuité la phase d'attente qui fait échouer de nombreux projets agricoles. Les familles ont pu produire dès les premières de semaine, enclenchant un cycle de reproduction accéléré. Ce contexte éclaire le rôle joué par Ibrahim Traoré. L'initiative ne relève ni du hasard ni d'un geste humanitaire isolé. Elle s'inscrit dans une architecture précise fondée sur trois piliers: restaurer les actifs détruits, renforcer la résilience des ménages les plus vulnérables et créer des sources de revenus capables de fonctionner hors de l'aide extérieure. Mané a été choisi non pour sa facilité, mais pour sa vulnérabilité extrême, afin de tester la robustesse du modèle. Ainsi, la transformation observée n'apparaît plus comme une anomalie locale. Elle devient le résultat logique d'un dispositif pensé comme un levier structurel dont les premiers effets mesurables annoncent une dynamique plus large. Pour saisir concrètement ce que signifie cette transformation, il suffit de suivre le parcours d'un éleveur de Mané, choisi ici comme fil conducteur.
Quelques mois auparavant, il avait perdu l'essentiel de son petit troupeau après une succession de chocs qui avaient vidé sa cour et réduit son foyer à une dépendance totale à l'aide. La réception d'un kit d'élevage complet a marqué un redémarrage immédiat. Avec un coq, 3 poules et l'aliment nécessaire pour les premières semaines, l'activité a repris sans délai, sans phase d'attente ni endettement initial. Les premiers effets ont été rapides et visibles. La reproduction de la volaille a généré une réserve commercialisable sur les marchés locaux. Les ventes, modestes mais régulières, ont permis d'améliorer l'abri des animaux, puis d'augmenter progressivement les volumes. En parallèle, l'accompagnement technique a joué un rôle décisif. Les gestes essentiels, nourrissage, hygiène, prévention des maladies, ont réduit les pertes et stabilisé la croissance. Le foyer est passé d'une logique de survie à une organisation minimale de production. Ce cas n'est pas isolé. Dans plusieurs villages, des trajectoires similaires apparaissent. Des ménages auparavant sans actifs retrouvent une capacité d'anticipation. Planifier les ventes, sécuriser l'alimentation, envisager de petites améliorations du logement. L'impact précoce du programme ne se limite donc pas aux chiffres globaux. Il se lie dans la reconquête d'une marge de décision individuelle. C'est ici que l'impulsion donnée par Ibrahim Traoré prend tout son sens. En réintroduisant un capital reproductif maîtrisable par les familles, la stratégie transforme chaque bénéficiaire en acteur économique. Le message est clair et mesurable. Rendre l'initiative individuelle change la trajectoire collective. Tout commence par une phase d'activation rapide conçue pour ne laisser aucun temps mort. Dès les premières semaines, les équipes locales se déploient dans les zones les plus fragilisées de Mané. Les ménages identifiés reçoivent des kits d'élevage adaptés à leur capacité et à leur environnement. Volailles, petits ruminants ou, dans certains cas, animaux à plus forte valeur reproductive. Chaque dotation est accompagnée simultanément d'aliments, d'équipements de base et d'un appui technique immédiat. Cette simultanéité est décisive. Elle permet au foyer de produire sans attendre en évitant la période de latence qui fragilise tant de programmes agricoles. La montée en puissance s'enclenche presque aussitôt. Les premières pontes apparaissent. Les troupeaux recommencent à exister là où ils avaient disparu. Les familles stabilisent leur consommation alimentaire et dégagent leurs premiers excédents. Ces excédents, encore modestes, alimentent des ventes locales régulières. À ce stade, un effet d'observation joue à plein. Les voisins constatent les résultats, échangent des pratiques, reproduisent les gestes techniques. L'activation individuelle commence à se transformer en dynamique collective. Les marchés hebdomadaires changent progressivement de physionomie avec une offre plus abondante et plus régulière. Puis survient la bascule. Moins de 3 mois après le lancement, les indicateurs s'accélèrent. Le nombre de volailles augmente plusieurs fois dans de nombreux foyers bénéficiaires. Les chèvres et les vaches laitières génèrent des revenus continus grâce aux ventes de lait. Les animaux cessent d'être un simple filet de sécurité. Ils deviennent un outil de production planifié. Les effets se matérialisent dans le quotidien. Amélioration de l'habitat, retour des enfants à l'école, réduction nette de la dépendance à l'aide extérieure. La logique de survie cède la place à une logique d'investissement. À ce moment précis, la cohérence de la stratégie apparaît clairement. L'objectif n'est pas seulement de relancer l'élevage, mais de créer un cycle économique autonome. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le programme a été pensé pour enclencher une reproduction rapide du capital, puis pour laisser les ménages décider de la suite. Les revenus, issus des premières ventes, sont réinvestis dans l'amélioration des abris, l'achat d'aliments complémentaires ou l'augmentation progressive des volumes. La production devient offensive, orientée vers la croissance et non plus défensive.
La phase suivante confirme l'ancrage de la dynamique. Contrairement à de nombreux projets qui s'essoufflent après un pic initial, le mouvement ne retombe pas. Les kits distribués se transforment en micro-entreprises familiales. Les villages voisins adoptent la logique observée à Mané. Des zones autrefois limitées à l'autoconsommation disposent désormais d'un revenu continu. Les effets se combinent: meilleure nutrition, capacité d'épargne minimale, investissement progressif, stabilité sociale accrue. Cette séquence, activation fulgurante, montée collective, bascule durable, dessine une trajectoire complète. Elle montre qu'un dispositif simple, bien calibré et bien déployé peut enclencher une reconstruction socio-économique profonde. La question n'est plus de savoir si le redémarrage était possible, mais jusqu'où cette dynamique peut être étendue lorsque les conditions initiales sont réunies. Avant l'intervention, la situation de référence était sans ambiguïté. La majorité des ménages de Mané ne disposaient plus d'aucun actif reproductif viable. Les troupeaux avaient disparu, les réserves étaient inexistantes et l'économie locale fonctionnait sans capital capable de générer un revenu durable. Après le lancement du programme, le delta observé est net et rapide et mesurable, ce qui permet d'évaluer la portée réelle du dispositif sans extrapolation. D'abord, un premier indicateur apparaît: l'échelle humaine. Environ 83 000 personnes ont bénéficié d'un kit d'élevage complet en l'espace de quelques semaines. Ce volume dépasse largement un ciblage marginal. Il crée une masse critique suffisante pour enclencher une dynamique collective. Lorsque des milliers de foyers redémarrent simultanément, les effets ne restent pas confinés à la sphère domestique. Ils reconfigurent l'ensemble du tissu économique local. La rapidité de cette montée en charge explique pourquoi la transformation est devenue visible presque immédiatement. Ensuite, un deuxième indicateur se distingue: l'investissement mobilisé. Plus de 5 milliards de francs, CFA, ont été engagés pour financer les animaux, l'aliment, les équipements et l'accompagnement technique. Cette concentration des ressources constitue un levier structurant. L'effort public n'a pas été dispersé en aides ponctuelles, mais orienté vers la création d'actifs reproductifs. Ce choix réduit les ruptures logistiques et sécurise la phase critique de démarrage, là où de nombreux programmes échouent par manque de cohérence opérationnelle. Enfin, un troisième indicateur confirme la dynamique de reproduction. En moins de 3 mois, les ménages bénéficiaires ont vu leurs effectifs de volailles et d'animaux reproducteurs augmenter plusieurs fois par rapport à la situation initiale. Cette accélération n'est pas due au hasard. Elle résulte de la combinaison entre animaux adaptés et apport alimentaire suffisant et encadrement technique continu. La reproduction devient prévisible. Les familles peuvent anticiper les ventes, planifier les réinvestissements et stabiliser leur consommation. Le passage d'une économie de survie à une économie de production est ainsi objectivable. Ces trois mesures, bénéficiaires, investissement, croissance du cheptel, dessinent une trajectoire cohérente. Contrairement aux aides directes, le programme n'injecte pas seulement des ressources. Il installe des mécanismes auto-entretenus. Chaque cycle de reproduction renforce le suivant. Chaque vente finance une amélioration supplémentaire. La dynamique devient cumulative et non dépendante d'un flux continu d'assistance. Le delta ne se limite pas aux chiffres matériels. Il s'observe aussi dans les pratiques. Les ménages acquièrent des compétences techniques essentielles et réduisent les pertes sanitaires et stabilisent leur ratio de croissance. Cette montée en compétences diffuse un sentiment d'autonomie, indicateur invisible mais déterminant pour la durabilité. C'est dans cette articulation entre chiffres et comportement
que la stratégie portée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. Restaurer d'abord l'actif productif, puis sécuriser sa reproduction, afin de créer les conditions d'un développement endogène mesurable et transmissible. Une première objection revient régulièrement lorsque l'on observe la dynamique de Manet. Selon cette lecture prudente, les résultats visibles pourrait n'être qu'un effet de démarrage. De nombreux programmes agricoles ont déjà affiché des progrès rapides avant de s'essouffler une fois les intrants initiaux consommés. Les sceptiques rappellent que, dans plusieurs régions du Sahel, une croissance accélérée des troupeaux a parfois été suivie de pertes sanitaires, de difficultés d'écoulement ou d'un affaiblissement du suivi technique. Dans cette perspective, Manet ne ferait que reproduire un schéma prometteur à court terme, mais fragile sur la durée. Une seconde critique s'appuie sur la question financière. Elle reconnaît l'efficacité initiale du dispositif tout en soulignant sa dépendance à un investissement public important. Sans un engagement budgétaire équivalent dans le temps, la reproduction des résultats serait limitée. Cette objection considère que le programme serait difficilement généralisable, car tous les territoires ne pourraient bénéficier du même niveau de coordination, de logistique et d'accompagnement que Manet. La réponse à ces deux objections se trouve dans l'analyse précise des mécanismes observés. D'abord, la croissance du cheptel ne repose pas sur une consommation rapide des ressources distribuées, mais sur des cycles reproductifs naturels déjà enclenchés. Les revenus issus des œufs, du lait et des premières ventes servent prioritairement à réinvestir dans la production et non à épuiser le capital initial. Ensuite, l'ampleur de l'intervention, avec des dizaines de milliers de bénéficiaires activés simultanément, limite les risques d'isolement économique. Les marchés locaux évoluent en parallèle de la production, réduisant les blocages souvent constatés ailleurs. Enfin, le rôle de l'État, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, n'est pas celui d'un financeur permanent, mais celui d'un déclencheur. L'investissement initial vise à installer des actifs reproductifs et des compétences remeilleurs transférables. Une fois ces éléments en place, la dynamique dépend moins des flux budgétaires que de la capacité des ménages à maintenir et diffuser les pratiques. Les premiers signes d'essaimage vers des villages voisins suggèrent déjà cette transférabilité, sans garantir le succès, mais en renforçant la crédibilité du modèle. À ce stade, un basculement plus profond que la seule croissance du cheptel devient visible à Manet. Les familles ne se perçoivent plus comme des bénéficiaires temporaires d'un programme, mais comme des acteurs centraux de leur propre économie. Ce déplacement de posture marque le véritable point médian de la trajectoire observée. Dans plusieurs villages, les ménages organisent désormais eux-mêmes la répartition des tâches, et la gestion des ventes et la planification des cycles de reproduction sans attendre d'instructions extérieures. Ce changement transforme chaque kit d'élevage en micro-entreprise familiale. La production n'est plus subie, elle est pilotée. Les décisions quotidiennes, vendre immédiatement ou attendre, réinvestir ou conserver, deviennent des arbitrages économiques assumés. Cette capacité à choisir modifie la nature même du programme. Il cesse d'être une initiative administrative descendante pour devenir une dynamique communautaire portée par les pratiques locales. C'est ici que la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré révèle sa dimension la plus durable. En réintroduisant la maîtrise locale des actifs productifs, l'intervention rompt avec des années de dépendance à l'aide extérieure. L'effet dépasse l'individu. Les marchés se densifient, les échanges se structurent et les territoires, jusque-là périphériques, acquièrent un poids économique nouveau. La transformation cesse alors d'être fragile et commence à s'auto-entretenir. Les effets du programme se lissent d'abord à l'échelle des ménages. Pour de nombreuses familles de Manet,
la disponibilité régulière d'œufs, de lait ou de petits animaux à vendre a modifié l'équilibre quotidien. Les revenus générés restent modestes, mais ils sont désormais stables et prévisibles. Cette régularité permet de couvrir des dépenses autrefois impossibles à anticiper. Réparation de logements dégradés, achat de fournitures scolaires, constitution de petites réserves alimentaires. L'incertitude permanente recule, remplacée par une capacité minimale de planification. Les foyers ne subissent plus chaque choc. Ils commencent à l'absorber. À l'échelle de l'économie locale, la restauration de l'élevage agit comme un catalyseur. Les marchés hebdomadaires s'étoffent, portés par l'augmentation de l'offre en volailles et en produits laitiers. De nouvelles activités apparaissent en périphérie. Fabrication d'abris, vente d'aliments pour animaux, services de transport et transformation artisanale. Chaque ménage qui améliore sa production génère des opportunités pour d'autres acteurs. Les flux économiques se densifient et reconnectent progressivement la région à des circuits commerciaux plus larges. La dépendance aux importations alimentaires diminue, renforçant la résilience locale face aux variations de prix. Les effets sociaux deviennent également perceptibles. Dans des villages longtemps marqués par la rareté, les tensions liées à la concurrence pour les ressources s'atténuent. Les échanges de savoir-faire entre éleveurs se multiplient. Les réussites visibles jouent un rôle d'entraînement, nourrissant une confiance collective. Les récits de familles ayant reconstruit leur autonomie en quelques mois circulent et inspirent de nouvelles initiatives. La pauvreté n'est plus vécue uniquement comme une fatalité irréversible, mais comme une situation dont on peut sortir par l'action et l'organisation. À l'échelle territoriale, enfin, les conséquences dépassent le cadre agricole. La relance de la production stimule l'usage des terres, encourage des déplacements commerciaux et incite les autorités locales à identifier des zones à fort potentiel. Certaines communautés investissent dans de petites infrastructures pour soutenir la croissance, et comme des enclos améliorés ou des espaces de stockage. D'autres explorent des coopérations intervillages afin de mutualiser la vente des excédents. Ces initiatives traduisent un changement de posture. Les territoires ne subissent plus leur marginalisation, ils cherchent à se repositionner. Dans ce faisceau d'effets imbriqués, la stratégie portée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré apparaît cohérente. Chaque progrès individuel renforce la dynamique collective et chaque succès local alimente une transformation régionale. La richesse créée ne se concentre pas, elle circule, confirmant qu'un levier productif bien conçu peut remodeler durablement un espace fragilisé. L'évolution du programme à Mané peut désormais être analysée à travers trois trajectoires plausibles, non comme des prédictions, mais comme des enchaînements logiques fondés sur les mécanismes déjà observés. Le raisonnement est geste conditionnel. Si certaines pratiques se maintiennent, alors certains effets deviennent improbables. Cette grille de lecture permet d'évaluer les marges de manœuvre sans extrapolation excessive. Dans une première trajectoire, dite de consolidation, les ménages stabilisent les pratiques actuelles. Les cycles de reproduction restent réguliers, les ventes locales demeurent prévisibles et les marchés absorbent les excédents sans rupture majeure. Les revenus progressent lentement mais de manière continue. Les investissements se concentrent sur l'amélioration des abris, la sécurisation sanitaire et une diversification modérée de la production. Si cette dynamique se maintient, alors la région s'installe dans une autonomie alimentaire relative, avec une amélioration graduelle du niveau de vie et une réduction durable de la vulnérabilité.
La deuxième trajectoire est plus dynamique. Les excédents deviennent suffisants pour alimenter non seulement les marchés locaux, mais aussi des circuits régionaux proches. Les ménages s'organisent, parfois de manière informelle, pour stabiliser les volumes et négocier de meilleurs débouchés. La transformation artisanale se développe, ajoutant de la valeur aux produits. Si les compétences circulent et que les réinvestissements s'élargissent, alors la croissance devient cumulative. Le modèle observé à Mané attire d'autres territoires et commence à structurer un espace économique plus large. La troisième trajectoire met en lumière les limites possibles. Une saturation des marchés, des difficultés d'accès à l'aliment de qualité ou un affaiblissement du suivi sanitaire peuvent ralentir la reproduction. Les ménages privilégient alors la vente rapide au détriment de la consolidation du cheptel. La dynamique ne disparaît pas, mais elle perd en intensité. Si ces contraintes persistent sans ajustement, alors le programme conserve ses acquis initiaux tout en restant en attente d'un second souffle. Ces trois scénarios montrent que l'avenir dépend moins d'un facteur unique que de la capacité collective à gérer la croissance. La question centrale devient organisationnelle. Comment transformer un succès initial en système durable, capable d'absorber ses propres tensions et de s'adapter à des contextes variés? Pour les habitants des zones rurales fragilisées, l'expérience de Manet apporte un enseignement direct. Elle montre qu'un territoire marqué par la perte d'actifs n'est pas condamné à l'immobilisme. Voir des ménages reconstruire une activité productive à partir de moyens simples modifie profondément la perception de ce qui est la possible. La transformation observée n'est pas spectaculaire par un saut technologique, mais par la restauration progressive d'une capacité à produire, décider et anticiper. Ce changement redonne de la crédibilité à l'idée d'une autonomie économique construite par étapes. Dans les centres urbains, la lecture est différente mais tout aussi stratégique. L'augmentation de la production locale suggère une réduction potentielle de la dépendance aux importations alimentaires et une meilleure résistance aux fluctuations de prix. Pour des foyers urbains exposés à l'instabilité des marchés, cette perspective renforce l'intérêt d'une agriculture de proximité structurée. La dynamique de Manet ne concerne donc pas uniquement ses bénéficiaires directs. Elle touche l'équilibre plus large entre zones rurales productrices et villes consommatrices. Un troisième public, plus jeune, y identifie un espace d'opportunité. Les micro-activités liées à l'élevage ouvrent des voies connexes. Transformation, logistique, commercialisation, services techniques. L'agriculture cesse d'apparaître comme un choix par défaut et devient un champ d'initiative possible. Cette revalorisation est essentielle dans des contextes où les perspectives d'emploi sont limitées et où l'exode constitue souvent la seule alternative perçue. Deux pistes concrètes se dégagent de ces lectures croisées. D'une part, documenter et partager les réussites locales pour renforcer la confiance collective. D'autre part, multiplier les espaces d'échange entre ménages, jeunes et acteurs économiques afin de diffuser les pratiques efficaces. Ces gestes simples contribuent à ancrer durablement la dynamique enclenchée à Manet. La phase suivante du programme exige une organisation précise afin de transformer l'élan initial en système durable. La vision portée par Ibrahim Traoré fournit le cadre stratégique, mais sa réussite dépend désormais de la qualité de l'exécution locale et de la coordination entre acteurs. L'enjeu n'est plus d'activer, mais de consolider sans recréer une dépendance. La première étape consiste à sécuriser les noyaux reproductifs. Les ménages stabilisent leur cheptel par des protocoles simples et partagés, centrés sur la gestion sanitaire de base, l'alimentation régulière et le suivi des cycles de reproduction.
Le succès se mesure par la réduction des pertes et la régularité des ventes. Tant que ce socle n'est pas stabilisé, toute expansion prématurée fragilise la dynamique. La deuxième étape consiste à structurer le collectif. Les villages mettent en place des formes légères de mutualisation pour l'achat d'aliments, l'accès à des services vétérinaires de proximité ou l'organisation des marchés hebdomadaires. Les indicateurs sont concrets: baisse des coûts d'intrants, amélioration des marges et fluidité des débouchés. Cette coordination protège les ménages isolés et absorbe mieux les variations de production. La troisième étape consiste à investir de manière ciblée. De petites infrastructures de soutien, abris améliorés, espaces de stockage rudimentaires, points de transformation artisanale permettent d'augmenter les volumes sans dégrader la qualité. L'efficacité se lie dans la capacité à écouler les excédents avec moins de pertes. La quatrième étape consiste à renforcer les compétences. Des formations courtes, pratiques et mobiles diffusent les gestes techniques essentiels. La réussite se mesure par la stabilité des ratios de croissance et la capacité des ménages à résoudre eux-mêmes les problèmes courants. Enfin, l'extension progressive des réseaux de vente vers les zones voisines transforme l'excédent en levier territorial. Cette feuille de route marque le passage d'un programme d'urgence à une économie reproductible, pilotée localement et mesurable dans le temps. L'histoire revient naturellement vers l'éleveur de Manet qui a accompagné tout le récit. Il y a encore quelques mois, son horizon se limitait à la survie quotidienne après la perte de son troupeau et l'effondrement de ses revenus. Aujourd'hui, son foyer vit d'une production régulière. Les ventes restent modestes, mais elles sont constantes. Elles financent l'entretien des animaux, l'amélioration progressive de l'habitat et le retour des enfants à l'école. Sa trajectoire n'a rien d'exceptionnel. Elle est devenue représentative d'un changement plus large. À travers ce parcours ordinaire se dessine la portée réelle de la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré. La transformation observée ne repose ni sur un geste spectaculaire, ni sur une aide prolongée, mais sur la restitution d'un pouvoir d'agir concret. Lorsque les familles se retrouvent un actif productif qu'elles maîtrisent, le changement cesse d'être fragile. Il s'enracine dans le quotidien, dans des décisions répétées, dans une confiance progressivement reconstruite. Ce récit individuel agit comme un miroir collectif. Ce qui s'est joué à Mané dépasse une région ou un programme précis. Il illustre une manière différente de penser la reconstruction économique, en partant de la base plutôt que de solutions imposées. Là où dominaient l'attente et la résignation, apparaît désormais une direction claire. Le message est simple et décisif. Reprendre la maîtrise de la production transforme durablement la trajectoire. La dynamique observée à Manet invite à dépasser le commentaire immédiat pour ouvrir un espace de réflexion collective. Elle ne propose ni recette universelle, ni solution clé en main, mais un ensemble de mécanismes concrets qui interrogent notre manière de penser l'autonomie économique. Là où l'aide ponctuelle crée souvent de l'attente, la restauration d'actifs productifs crée du mouvement, de la responsabilité et une capacité à décider localement. Ce déplacement mérite d'être discuté avec nuance, sans idéalisation ni rejet systématique. Observer cette expérience, c'est aussi accepter d'en examiner les conditions de réussite et les limites. Quels éléments sont réellement transférables à d'autres territoires? Quels ajustements seraient nécessaires selon les contextes sociaux, climatiques ou économiques? Et jusqu'où un tel modèle peut-il aller sans perdre sa cohérence initiale? Ces questions ne concernent pas uniquement Mané ou le Burkina Faso, mais plus largement la manière dont les sociétés cherchent à concilier résilience, production locale et dignité économique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un débat est ouvert.
Il ne s'agit pas d'adhérer ou de rejeter, mais de comprendre. Selon vous, quels facteurs feront la différence entre une réussite locale durable et une transformation capable d'inspirer bien au-delà de son point de départ?